Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Adrien qui est médecin de la main et on va discuter ensemble en fait de toutes les traumatologies, les pathologies que tu peux voir au quotidien dans ton métier et je pense que ça va être passionnant. Tout d'abord je lance le générique. Je m'appelle Clément Marcoux. Les amis, pour ne rien louper, pensez à vous abonner, pensez à vous mettre dans commentaire des sujets que vous voulez qu'on aborde. Adrien m'a dit que si vous voulez poser des questions sur les pathologies, les traumatologies de la main, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on répondra à une FAQ dans l'été. Ouais, avec plaisir. Et voilà, donc profitez-en, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui intervient sur la chirurgie, donc sur la main et sur toutes les traumatologies qu'on peut engendrer à travers nos disciplines. Donc Adrien, déjà merci beaucoup, parce que c'est une chance avec le planning que tu as, les horaires que tu fais, etc. C'est vraiment une chance de t'avoir parmi nous. C'est une chance pour les sports de combat en général et pour le sport en général de pouvoir te faire intervenir sur un domaine aussi pointu qui est les pathologies, les fractures, tout ce que tu peux rencontrer. Et est-ce que tu peux te présenter? Ouais, avec plaisir. Alors moi j'ai fait mon externat à Reims et puis après j'ai fait mon internat en médecine sur Montpellier. Je me suis spécialisé en médecine du sport avec, comme toi, j'étais passé à l'INSEP pour me former pendant 2 ans. Et après, j'ai basculé dans toute la traumatologie du monde supérieur et en particulier de la main. Et là, actuellement, je suis installé à l'Institut de la main à Montpellier, à la Polyclinique Saint-Roch. On est une équipe de 4 médecins et 7 chirurgiens, puis des orthésistes, des kinésithérapeutes et 2 infirmiers libéraux. Donc c'est une grosse équipe. Ah, c'est une grosse équipe. Donc c'est le logo que tu m'as... Exactement, ouais, à la Polyclinique Saint-Roch, qui se trouve à Montpellier, quartier des Grisettes. La nouvelle clinique qui est ouverte il y a 5 ans. Donc ouais, on draine beaucoup d'urgences et beaucoup de traumatos de la main. C'est assez vaste, donc je pense que pour aujourd'hui, déjà, si on s'arrête sur les métacarpiens, ça va être pas mal. Et après, on pourra aller plus loin sur les ligaments, les tendons et tout au fur et à mesure. Mais ouais, il y a de quoi dire, Et puis la boxe, quand même, et tous les sports de combat, c'est hyper pourvoyeur de traumatisme de la main. De quoi il y a, il y a de quoi dire. Et moi, voilà, on m'a de suite recommandé de passer par vous. Si j'avais des questions sur tout ce qui était traumatologie, donc petite chirurgie, voire même grosse chirurgie, on m'a dit de passer par vous, parce que vous étiez vraiment les spécialistes reconnus dans la région. Donc c'est pour ça que je te remercie encore d'être venu, parce que je sais que ton temps est précieux. Donc toi, en général, c'est quoi les traumatologies que tu rencontres le plus Alors le plus fréquent, en sport ou traumatologie plus fréquente? Ouais, fréquente tout court. On a quand même 60-70% de plaies. D'accord. Toutes les plaies, les personnes qui bossent dans le bâtiment, tous ceux qui jardinent, les paysagistes, alors là, et les restaurateurs. Donc ça, c'est colossal. Plaies par tronçonneuse, disqueuse, les céramiques qui pètent, les verres qui cassent dans les mains, les couteaux forcément. Donc ça, c'est quand même extrêmement important. Et puis après, on a tout le versant, 40%. De traumatos, que ce soit les enfants qui tombent, qui se cassent les poignets, les entorses au basket, au volley, les doigts qui se retournent, les luxations. Ah oui, ça dans le sport, tout ça, c'est ce que vraiment... Ça, c'est colossal. Et puis, alors, la fracture assez classique du col du 5e métacarpien, les gens qui tapent dans les murs, malheureusement. Donc ça, c'est tous les gens qui, forcément, ont un niveau de boxe catastrophique, parce que les vrais boxeurs ne se cassent jamais le 5e métacarpien, c'est souvent le col du 2e métacarpien, parce que ils ont tendance trop à avoir une inclinaison radiale de poignet, donc ils tapent mal. C'est pour ça qu'ils cassent aussi en général. Les pros qu'on arrive à soigner, ils n'ont pas cette fracture-là, ils ont toujours la fracture du 2e métacarpien. De toute façon, ça bascule souvent vers de la chirurgie. Tous les pros qui se cassent le métacarpien, que ce soit une diaphyse, une base ou un col, c'est pas viable pour continuer de la boxe. Parce que l'angulation fait que... Enfin, un exemple très simple en fait. C'est un os qui est à peu près droit, on va dire, le métacarpien. Et donc, en fait, vous prenez un bout de bois, de ce diamètre-là à peu près, parfaitement droit, vous mettez une pression de chaque côté, vous n'arriverez pas à le casser. Donc, il faut que vous soyez, c'est trop difficile. Prenez un bout de bois tout aussi solide, la même densité, mais courbé. Vous appuyez de chaque côté, et il y a une zone de faiblesse. Et ça va être pareil, en fait. Quand vous cassez votre os, il va se courber, et si on ne réduit pas cette courbe, avec de la chirurgie, cette courbure fait qu'il y aura une zone de faiblesse, même si la consolidation osseuse est à 100%, on ne pourra pas récupérer un os normal. C'est pour ça qu'on propose cette chirurgie.
D'une part pour les gens qui font beaucoup de sport, et puis d'autre part, quand des bascules sont trop importantes, c'est même pas viable au quotidien. On perd de l'extension, on perd en force musculaire, ça favorise de l'arthrose. C'est pour ça qu'on part facilement même la chirurgie. C'est pour ça qu'on dit que les extrémités, moi tu sais, j'avais toujours entendu cette légende de dire que les extrémités pardon, ne guérissaient jamais. C'est par cet effet un peu biomécanique que tu es en train d'expliquer. Alors, ça cicatrise, mais il y a quelque chose qui est assez étonnant, on le voit sur les radiographies, c'est que plus on est distal sur la main, donc par exemple la dernière phalange du doigt, et moins la consolidation radiographique et radiologique. Je te coupe, excuse-moi, tout ce qui est proximal distal, c'est un langage qu'on peut retrouver chez les kinés, etc. Donc voilà, ça veut dire la dernière partie. Voilà, c'est ça. Le proximal, on va dire que l'épaule, c'est très proximal. La dernière phalange du doigt, on va être très distal. Et ça, on voit à la radio. Par exemple, un métacarpien à 6 semaines, on voit un cal osseux, donc une cicatrisation osseuse qui est extrêmement avancée, dans 90% des cas. Et par contre, la dernière phalange, avec une bonne immobilisation, pas un patient qui a fait n'importe quoi, on ne voit pas encore cette consolidation osseuse. C'est plus long radiographiquement. Alors, comme on l'explique, honnêtement, je n'ai pas d'explication vraiment claire là-dessus, médicale. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Pourtant, c'est très bien vascularisé, ce n'est pas un problème de vascularisation. Oui, bien sûr. Par exemple, on a ces fractures du scaphoïde qu'on opère facilement parce que justement, c'est pas très bien vascularisé. Mais là, non, là, les dernières phalanges sont bien vascularisées, mais on voit ce petit retard radiographique. Par contre, cliniquement, le patient va très bien. Oui, ça ne l'handicape pas dans son quotidien. Non, pas douloureux. C'est-à-dire qu'à 6 semaines, il fait non, je ne sens plus rien, et on voit à la radio que c'est pas parfait au niveau du cal osseux. Ça, c'est toujours un peu étonnant. Ouais. D'accord. On n'a pas sur le métacarpien, par exemple. D'accord. Ou sur des phalanges un peu plus proximales. Et est-ce que tu as des judokas, des rugbyman, ceux qui vont saisir, tu disais tout à l'heure Alors ça, oui, on en a énormément. Bon, il y a quelque chose qui est assez classique, c'est tout ce qui est entorse de plaque palmaire. Donc là, c'est en fait un petit fibrocartilage qui se trouve au niveau de la face palmaire de l'interphalangienne proximale. Et en fait, cette petite plaque palmaire, elle protège le doigt de l'hyperextension. D'accord. Et donc ça, c'est le trauma hyper classique du ballon dans les doigts. Et ça, on l'a chez le rugbyman, chez le volleyeur, basketteur, enfin tous les sports de ballon. Le footballeur, c'est beaucoup plus rare, à part les gardiens. Mais ça, c'est des toutes petites lésions, mais maltraitées, en fait, elles peuvent pourrir un peu la vie des patients avec des flessomes, c'est-à-dire que le patient n'arrive plus à relever le doigt et on a un mal de chien à le remettre en extension. Tout à l'heure, on vous mettra une image que tu m'as permis de récupérer, où il y a beaucoup de pratiquants de lutte, de sport de préhension, de basket, etc., qui vont reconnaître leurs doigts en tout cas. Ouais, c'est terrible. Les judokas, je pense que c'est ceux qui s'abîment le plus les mains. Tout ce qui est, on va dire, accrocher le kimono et tout, ça c'est hyper agressif. Ils se font des luxations à répétition, du coup ils ont des doigts instables parce que les plans ligamentaires cicatrisent mal. Une luxation, ça reste une entorse grave. Donc faut la traiter vraiment comme il faut. Il faut les bonnes attelles, une attelle la journée, une attelle la nuit, qui sont différentes. Une bonne rééducation. C'est vrai que nous, on a mis en place des protocoles pour que les gens récupèrent vite, mais il faut les suivre de près. En fait, les luxations, c'est une urgence absolue pour la main. Il faut que ça soit pris en charge dans les 48 heures. Donc, effectivement, il faut le réduire, mais ça, tout médecin peut le faire. Mais c'est surtout la suite, en fait. Il ne faut pas la laisser dans la nature. Oui, la continuité est encore plus importante que le diagnostic, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Parce que réduire une luxation, honnêtement, les gens, ils font le kiné sur le terrain m'a réduit et tout. Il m'a dit, ça va aller. Non, ça ne va pas. En fait, le patient récupère un mois, il est comme ça, il a mal, il ne peut plus bouger. Et là, c'est la catastrophe. Donc, c'est le suivi, en fait, qui est hyper important. Et l'attelle et le suivi. Oui, parce qu'après, sur la continuité, au fur et à mesure de s'entraîner donc sur ces micro-pathologies, si je puis dire, mais ça va accentuer, aggraver, du coup. Ah ouais, ça va aggraver. Alors, on a toujours aussi deux types de patients. Les gens qui ne s'écoutent pas trop, donc qui bougent très vite. Et puis ceux qui ont, dès qu'ils ont mal, ils font « je ne bouge plus ». Et là, dans ce cas-là, le doigt, il s'enraidit. Et un enraidissement récupéré, c'est des mois de kiné. Donc parfois juste avec une kiné un peu intensive, bien menée pendant 2 semaines, avec un kiné qui s'est bossé sur la main, on arrive à récupérer des doigts qui sont complètement mobiles, toujours un peu douloureux, mais en tout cas avec une flexion-extension complète. Et ça c'est important. Tu veux dire qu'en fait ça n'a pas une incidence que sur l'aspect sensitif du nerf, ça a aussi une incidence sur l'aspect moteur derrière. Ah ouais, au niveau... En fait, on va pouvoir jouer, grâce aux attelles et à la rééducation, sur la mobilité. Il y a des choses où on n'est pas forcément efficace, post-entorse, post-luxation, c'est la douleur. La douleur, on sait que ça peut durer 6, 12, 18 mois. Ce n'est pas un handicap majeur, mais c'est une gêne douloureuse. Le patient va dire « Ah, c'est vrai que je me suis luxé le doigt il y a 6 mois et j'ai encore un peu mal ». Nous, on va jouer sur la mobilité. Il faut que le doigt il puisse bouger, avoir une extension complète, une flexion complète. Nous, c'est vraiment, on se base là-dessus. Après, la gêne douloureuse, on sait qu'elle va partir. Parfois, on peut aider, des anti-inflammatoires, de la mésothérapie. Parfois, on peut aller mettre quelques gouttes de cortisone en infiltration le long d'un ligament un peu sensible. Ça, c'est possible, mais
au début, il faut retrouver de la mobilité et les amplitudes articulaires complètes. Donc nous, on se base là-dessus. Après, il y a des choses, pareil, un œdème, un doigt un peu gonflé. Ça, parfois, ça fait partie des séquelles à vie. Hein. D'accord, une luxation, le doigt, il reviendra plus jamais comme avant, plutôt au niveau esthétique. Pas au niveau de la mobilité, mais au niveau esthétique. Parfois, le patient leur dit, là, ouais, non, votre doigt, il sera toujours un peu gonflé, augmenter la taille de votre bague. C'est sûr que ça fera partie de l'évolution. Ouais, parce que tu sais, je regardais des conférences, ils disaient que même ça avait une incidence du coup sur les muscles interosseux et des mecs ne récupéraient même pas leur préhension en réalité pour certains individus les plus graves. Ah ouais, ça dépend. Alors après, oui, les gens évoluent pas pareil. C'est-à-dire qu'on a quand même des schémas où en gros on doit récupérer en tant de temps, mais il y a des gens, ils font soit des algodystrophies, soit ça s'enraidit énormément, on a du mal à comprendre pourquoi, même quand on a mis un protocole au top, hein, le patient il est venu dans les 2 heures, on a démarré une kinésithérapie précoce. La luxation n'est pas plus grave qu'une autre, mais il y a des gens, ils font des gros orages inflammatoires, doigts qui gonflent énormément, forcément beaucoup de passages dans une articulation entre les ligaments, les nerfs, les artères, le plan capsulaire, les tendons, c'est des tout petits espaces avec beaucoup de passages, il suffit de mettre un petit grain de sable là-dedans et après derrière c'est très difficile de récupérer. Donc on doit calmer l'inflammation, on doit retrouver de la mobilité, pas trop faire souffrir le patient quand on le fait bouger parce qu'aussi après psychologiquement c'est pas bon. Mais il faut quand même avancer sur les amplitudes articulaires, donc c'est pour ça qu'il faut trouver un bon équilibre entre progresser sans trop de douleur, mais un peu quand même parce que sinon on ne pourra pas avancer, et puis pas non plus lui faire trop mal parce que là on casse le patient et puis on le perd, on n'arrivera pas à récupérer correctement. Il faut s'adapter en fonction des gens. Si on a un élève, un combattant, un rugbyman, peu importe, il se blesse à la main, donc il a une entorse, une subluxation, peu importe, qu'est-ce que tu recommandes de faire dans l'immédiat? Qu'est-ce qu'on fait? L'immédiat, c'est glace. D'accord. C'est tout bête, honnêtement, on voit les gens ils prennent des traitements de l'arnica et tout. J'ai rien contre l'arnica, hein, prenez-en, allez-y. La glace, c'est ce qu'on leur dit à tous les patients, mettez de la glace, quoi. Il y a les compresses alcoolisées qui sont intéressantes, mais pas plus de 24-48 heures, parce qu'après ça abîme la peau, c'est assez agressif, mais ça marche bien pour casser l'orage inflammatoire. Et après la glace, 5, 6, 7, 8 fois par jour, 15-20 minutes. Prenez les sportifs de haut niveau, les footballeurs, ils sortent du terrain, c'est des clubs qui sont blindés, les Real Madrid et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent une poche de glace sur le genou. Hein. Ouais, bien sûr. Et après, bon, il y a la physio, il y a plein de trucs hyper développés. Mais voilà, même à ce niveau-là, ils continuent à la poche de glace parce que c'est ce qui marche le mieux. Il faut casser l'orage inflammatoire en fait. Pas de chaud, rien de ça. C'est de la glace. Il faut faire dégonfler, il faut casser l'inflammation et puis après, il faut consulter assez rapidement, faire une radio, voir s'il n'y a pas un arrachement osseux. Le fait de bouger après avoir un traumatisme, ça prévaut en rien, on va dire, la qualité de l'os. On peut avoir une fracture extrêmement importante et une main qui bouge très bien. Donc, il ne faut pas se fier à la mobilisation. Ça, je l'avais déjà expliqué pour le genou aussi. Tu sais, il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui se font les croisés, ça ne les handicape en rien. Ils ne le ressentent même pas. Puis, ils ne font pas forcément de sport pivot, évidemment. Donc, voilà. Donc, toi, tu dis, il faut consulter dans l'immédiat. Dès qu'on a fait la consultation, on a le diagnostic. Du coup, si j'ai un truc courant, par exemple, tu disais pour les boxeurs, c'était laquelle que tu avais le plus observé? Pour les boxeurs, c'est les fractures de métacarpien. Fracture de métacarpien. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu vas recommander? Première chose, donc consultation, radiographie, et puis en fonction de la fracture, en fonction aussi de la clinique, parce qu'un doigt qui s'enroule pas correctement, c'est-à-dire qu'une chaîne digitale qui se ferme mal, c'est-à-dire qu'un doigt qui va se chevaucher ou il va partir soit en interne, soit en externe, bon là, on sait qu'il va falloir opérer. Et l'opération, de toute façon, en gros, on essaye de faire une consultation post-traumatique, il faut être dans les 24-48 heures, il faut voir un médecin, et on a à peu près 7 à 10 jours pour alors, je leur mets, pour les illustrer, tes dires, donc je te montre également. Donc ça, tu peux expliquer, parce que ça, c'est des choses que moi j'ai, par exemple, avec la lutte. Alors ça, c'est typique, ce qu'on voit à droite, là, le 4e doigt qui tourne. Donc nous, les doigts, c'est en médecine de la main, chirurgie de la main. Le pouce, c'est le premier, donc D1, D2, D3, D4, D5. Et donc là, sur le 4e doigt, on voit que le doigt ne s'enroule pas correctement. En fait, quand on ferme la main, ce qui est tout à fait, on va dire, anatomique, c'est que les doigts regardent vers un même point. Et là, vous voyez, le doigt ne regarde plus vers un même point. Donc ça, c'est une fracture, c'est difficile à dire que sur cette photo, mais ça peut être une fracture soit de phalange, première phalange, qui a tourné en fait, soit une fracture de métacarpien, où en fait, l'os, la fracture n'est pas forcément importante, mais ce qu'il faut imaginer, c'est que ça a cassé et ça a tourné, il y a eu un déplacement. Et c'est ce trouble rotatoire qu'il va falloir corriger. Et là, la seule façon de corriger ça, c'est pas une attelle, c'est chirurgie. Il faut réduire la fracture, la stabiliser, soit avec des broches, soit avec une petite plaque, voire même de vis, ça dépend, on s'adapte en fonction des fractures.
Parce que là, Adrien, le problème, c'est qu'il y a énormément de judokas, jutsukas, grappleurs, lutteurs, boxeurs qui vont se reconnaître, parce que moi, c'est mon cas. Même si ça fait des années que je suis dans cette situation. Trop tard. D'accord. C'est cuit. Ah, c'est cuit. Reconstruire des plans ligamentaires, des choses comme ça, c'est extrêmement délicat parce qu'on ne sait pas ce qu'on va récupérer. D'accord. C'est de la chirurgie très fine, c'est des ligaments extrêmement fins. Ah oui, oui, oui. C'est consolidé et c'est rarissime qu'on casse quelque chose pour le reconstruire derrière. C'est-à-dire que quand le patient il arrive à 1 mois d'une fracture, un 5e métacarpien, à part vraiment catastrophe, mais là en général il consulte tôt, on n'aime pas casser, reconstruire, mettre une plaque parce que les évolutions elles ne sont pas forcément bonnes. Il faut vraiment qu'il y ait un impact dans son quotidien, c'est-à-dire vraiment si le doigt. Oui, il ne peut plus rien faire avec. Voilà, exactement. Là on se dit bon bah oui, ça vaut le coup, mais si finalement le patient a une extension, flexion, pas si mal, pas douloureux, on ne va pas se lancer sur quelque chose de compliqué et les résultats sont assez aléatoires. Donc, on s'adapte, quoi. Vraiment, c'est ça, c'est en fonction du patient et puis de son travail, de ses loisirs, de son âge. C'est vraiment hyper variable, ça. Et c'est vraiment, voilà, c'est là-dessus qu'on se base, c'est le discours avec le patient, ce qu'il fait dans la vie, son métier, tout ça. Et ça, c'est quelque chose que tu notes souvent J'ai rarement de consultations comme ça, D'accord. Sur on va dire des troubles rotatoires à distance, en fait. D'accord. Parce que c'est frais en général, et un patient qui a ça, en général, il consulte vite. D'accord, oui. Et après, tout ce qui est judoka, c'est qu'ils ont fait ça jeune, ils sont habitués, en fait. Ils se connaissent par cœur, quoi. Oui, les sportifs qui font beaucoup, ils s'écoutent, ils savent ce qu'ils peuvent gérer et pas gérer, quoi. Et donc, en général, vu qu'ils ont pas mal de problèmes au niveau des doigts et qu'ils ont eu soit des luxations, des entorses à répétition, ils vivent avec, quoi. Donc, ils sont pas gênés. Ils viennent rarement pour ça, quoi. Ils se trappent, quoi. Faut voir, ils sont tout le temps strappés. On est strappés, hein. Nous, tu vois bien quand on vient. C'est hyper agressif. Ouais. Je vais montrer quelques photos, quelques images que tu m'as envoyées, que j'ai trouvées assez intéressantes. Si tu peux, du coup, les. Alors, je vais les mettre. Hop. Hop. Donc là, alors c'est elle m'a fait peur, je te cache pas. Ouais, ça c'est un patient il y a 3-4 jours. C'est nouveau en plus. Ouais, c'est assez frais. C'était peu de temps avant que quand est-ce que je me suis entraîné? C'était mardi. Oui. Donc c'était mercredi ça. Mercredi, je reçois un patient, un agent d'entretien. Coup de sang en montant un meuble, il tape dans un mur. Forcément, c'était pas du placo, le mur gagne tout le temps. Et alors lui, c'était compliqué. Il avait une fracture donc, de la base du 4e métacarpien, donc du 4e doigt, et une luxation de la base du 5e. Donc ça, c'est le docteur Valverde qui l'a opéré derrière. Il a fallu réduire, donc c'est du boulot. Hein. Il faut tout tracter, et en fait, les broches qui sont installées là, c'est pour stabiliser le foyer de fracture, pour éviter que derrière, ça se reluxe, parce qu'il faut imaginer une luxation, c'est une grosse souffrance du plan ligamentaire. Donc il a fallu tracter l'articulation, la libérer, et puis en même temps stabiliser la fracture du 4e métacarpien. Donc c'est pour ça qu'il y a ces 2 broches. D'accord. Broches qui vont se garder 6 semaines jusqu'à consolidation complète, avec attelle de protection bien évidemment, possibilité de bouger les doigts, mais poignet bloqué. Quelqu'un qui est dans cette situation, il en a pour combien de temps pour revenir à... Nous, on fait des contrôles radio à 10 jours, et 30 et 45 jours à peu près pour voir si ça ne se déplace pas. Parce que c'est ça le risque principal, c'est quand on met du matériel qui a un déplacement secondaire. Quand le patient fait gaffe, honnêtement, ça ne bouge pas, mais il faut quand même contrôler. Donc c'est 6 semaines avec attelle plus broche. À 6 semaines, on enlève les broches. Et après, rééducation pendant 6 semaines. Donc il reprend entre 3 et 4 mois à 100%. Alors après, il peut aller courir, il y a plein d'activités. Bien sûr. Et puis ce qu'on dit, pour des gens qui font de la boxe, vous pouvez faire du shadow. En gros, vous mettez le gant sur la main saine, vous la mettez, vous pouvez taper, et puis le reste, vous pouvez quand même faire des mouvements. Donc vous allez, pour ceux qui veulent performer, ils ne sont pas complètement à l'arrêt. Mais effectivement, la main, là, il n'a pas le droit de taper, quoi. Là encore, pareil, elle m'avait surpris, cette photo que tu m'avais envoyée. Ouais, c'est pareil, ça c'est une petite fracture de base du 1er métacarpien, c'est ce qu'on appelle les fractures de Bennett. Alors ça c'est un truc de boxeur. Alors, là on voit vraiment beaucoup de mecs qui font de la boxe, que ça soit beaucoup ou pas beaucoup. Ça arrive souvent sur des crochets. Un peu loupé, ça m'a failli m'arriver une fois. Ouais. Exactement ça, c'est des crochets un peu loupés. Ça tape sur le côté, sur la base du 1er métacarpien. Et on a des fractures en fait qui sont articulaires. Ces fractures articulaires, elles sont 100% des cas chirurgicales. Qu'on soit boxeur pro ou jardinier. D'accord. Là, il faut opérer. Il faut opérer parce que ça, en fait, ces fractures, vu qu'elles touchent l'articulation, elles touchent le cartilage.
Et le cartilage, une fois qu'il est touché, si ça consolide mal, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à remettre une bonne surface articulaire parfaitement plane, et ben on fait de l'arthrose. On fait de l'arthrose, donc ça fait super mal, on perd de la force musculaire, et au lieu de faire de l'arthrose à 70 ans, 60 ans, ben on va en faire à 35, quoi, ce qui est un peu... Oui, et là, ça nous prouve. Par contre, l'arthrose, là, oui, c'est véritablement handicapant pour la vie de tous les jours, et pas seulement pour notre pratique sportive. Exactement, là, c'est vraiment pour tout, quoi. Que ce soit servir un verre d'eau, quand on a des grosses arthroses trapézo-métacarpiennes comme ça, et ben, le patient, il n'arrive à plus rien attraper, quoi. Et puis, c'est des douleurs chroniques, c'est extrêmement douloureux. Ouais, donc ça, c'est chirurgical. Tout le temps. Là, c'est chirurgical. Et donc là, j'ai une petite vis, je crois que c'est le docteur Barthès. Alors, j'ai pas pu prendre les photos que tu m'as envoyées, parce qu'il m'a envoyé des photos, les amis, ça fait... avec les mains ouvertes, mais bon, YouTube nous aurait, à mon avis, shooté. Non, mais c'était les coups de poing dans les vitres, en fait. D'accord. En fait, cette photo, elle vient il n'y a pas si longtemps, c'est un coup de poing dans une vitre. Forcément, la vitre, là, elle a cassé. Et le patient s'était sectionné tout le plan palmaire du poignet, donc fléchisseur. Je crois qu'il avait atteint son nerf médian. Ça, ça veut dire que c'est une catastrophe. On sait suturer les nerfs, mais les résultats derrière sont toujours très aléatoires. Une section de nerf médian, c'est une catastrophe. De toute façon, le nerf médian, quand on voit tout le processus moteur qu'il a et l'importance qu'il a au niveau des muscles de l'avant-bras, je peux te dire qu'avant de récupérer de 100%, c'est ça, les cicatrisations nerveuses, c'est pas du tout comme les tissus, c'est graisseux, musculaire, ça n'a rien à voir. On se base sur alors souvent avec des séquelles, un nerf médian complet, c'est séquelles tout le temps. Même si les techniques chirurgicales ont évolué, il y a plein de choses qui ont été réalisées, mais un nerf sectionné, c'est catastrophique. Quand tu vois, de toute manière, moi je vois des fois, c'est comme des opérations, mais c'est sur des cadavres, ils expliquent. Et quand je vois comme ils sont fins, je me dis, mais comment tu peux réparer ça? On ne se rend pas compte. Ouais, de toute façon, c'est toujours sous lunettes, c'est des grossissements x4 en général. Et le fil, donc c'est du 9,0 en général qui est utilisé. Donc c'est le diamètre du fil, et c'est inférieur à la taille d'un cheveu. C'est-à-dire que quand le chirurgien suture, on a l'impression qu'il suture avec rien, on voit rien. Il faut vraiment avoir les lunettes, c'est très fin. Incroyable. Et ils arrivent à faire 6, 7, 8 points sur le nerf. Et c'est des petits nerfs collatéraux sur les doigts, c'est vraiment pas épais. Et toi, les interventions que tu fais? Alors nous, on s'occupe de tout ce qui est... on s'occupe de toutes les urgences qui arrivent. Et par exemple, un poignet complètement cassé, ça va filer au bloc. Nous, ce qu'on peut faire, c'est les extractions de corps étrangers, toutes les infections type Panari, on les ouvre, ça ne va pas au bloc. Tout ce qui est réduction de luxation, un tendon partiellement sectionné, par exemple un extenseur qui est sectionné à 20%, on va s'en occuper. Toutes les morsures aussi. Notre boulot aussi, c'est les morsures de chiens, de chats et humaines, on en a plein. On ne s'y attend pas, tout ça, c'est incroyable. Mais c'est vrai que les morsures, on en a tous les jours. D'accord. Ouais, morsure chien-chat, c'est vraiment un fléau. C'est une catastrophe, ça infecte tout le temps. Ah oui, je m'étonne. Donc ça, on en a beaucoup. Hier, on a eu je ne sais pas combien de plaies de la main, plus de 40 urgences. C'était assez chargé, c'était très chargé hier. Et 27 plaies de la main, on a accueilli. C'était c'est pour ça qu'on a vraiment de la chance de l'avoir. Avec plaisir. Et là, du coup, tu vois, je partage encore une autre photo où moi, ça m'impressionne, tout ça là, sincèrement. Ces petites vis, en fait, l'avantage de ces vis, c'est qu'elles vont mettre en compression à la fois, on voit le foyer de fracture, donc sur la fin de la vis. Et donc, en fait, ça va stabiliser ce petit foyer de fracture, en fait, pour empêcher que justement le petit fragment qui est cassé bascule complètement. Et donc, avec une vis, c'est fin, franchement, techniquement, c'est quand même du super bon boulot, ça faut vraiment être spécialisé. C'est que tous les chirurgiens, ils font que de la main. Bien sûr. Ils font rien d'autre, ils vont pas se faire de la hanche, du pied. Ils font de la main, c'est vraiment leur spécialité. Et ça permet en fait de stabiliser le foyer de fracture, permettre une bonne récupération. On voit que la surface articulaire, je ne sais pas comment je pourrais te montrer, mais en fait l'espace entre les deux os, il y a une surface articulaire qui est bien plane, bien lisse. Donc ça, on évite l'arthrose. Et aussi, l'avantage de stabiliser ces fractures avec du matériel, c'est qu'on peut démarrer aussi une rééducation précoce. Ça, c'est vachement intéressant. D'accord. Parce que justement, le matériel empêche la mobilisation de ce foyer de fracture et son aggravation. Donc c'est intéressant d'opérer aussi pour ça. Ouais, c'est intéressant d'opérer et du coup, parce que plus on va attaquer la rééducation rapidement, plus il y a de chances de pouvoir récupérer pratiquement. Exactement, on diminue l'enraidissement. Après, parfois, on n'a pas le choix. Le patient, on lui dit, alors là, par exemple, des sutures tendineuses, là, c'est beaucoup plus explosif. Il faut que ça soit des kinés hyper spécialisés. Par exemple, une section d'un tendon fléchisseur, ce qui permet aux doigts de se plier. Ça
on surveille énormément, il faut protéger, on ne peut pas bouger n'importe comment et au tout début sans un kiné spécialisé. Mais tout ce qui est fracture, par exemple, typiquement un métacarpien, globalement, si le patient il comprend bien ce qu'on lui dit, il peut s'auto-rééduquer. Hein. D'accord. Ah ouais, on lui donne des exercices, on ne prend pas de grands risques. Voilà. Mais tu vois, une rééducation précoce, ouais, c'est très intéressant. Parce que ouais, je sais que toi, ça te fait sauter de ta chaise quand tu vois des mecs taper au sac à main nue. C'est que ça les gens ne se rendent pas compte pour les gens, parce qu'il y en a qui font dans les salles de sport, si on peut faire de la prévention. Je ne sais pas comment c'est possible en fait. Honnêtement, à titre personnel, j'avais des gants, moi j'ai réussi à me flinguer une petite juncta, c'est-à-dire en fait on a des tendons qui tiennent les uns avec les autres et qui permettent aussi avec des petits ligaments de stabiliser le tendon extenseur sur la tête des métacarpiens. Et quand on tape en fait sans gants, c'est des zones hyper fragiles, on peut se rompre cette dossière. Et donc le tendon il va se mettre à luxer complètement en fait. Parce que la dossière s'est rompue suite à un coup de poing. Donc il faut toujours mettre des gants, mais tout le temps. Tout le temps, du bandage. Et puis bandage aussi, parce que les gants parfois, et des bons gants. Oui, bien sûr. Ouais, c'est indispensable. Mais je ne sais pas comment c'est possible de taper comme ça. Mais on en voit énormément, en voit énormément. C'est terrible. C'est pour ça que si on peut faire de la prévention à travers cette vidéo, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte. Il y a des gens qui pensent qu'ils pourraient s'endurcir. Tu sais, en tapant. Ouais, mais on renforce pas une dossière en fait. C'est anatomique, c'est un tissu fibreux. On ne peut pas le rendre plus fibreux que ce qu'il est en fait. Après, en plus, il y a des gens qui ont des dossières très épaissis comme ça et d'autres qui sont très fines. Alors moi, je me l'ai été flinguée parce qu'elle était très fine, donc il n'a pas fallu grand-chose pour que ça lâche. Mais ça s'appelle les boxer knuckles, cette pathologie. C'est hyper fréquent. C'est vraiment parce que c'est le truc du boxeur qui tape au sac sans gants. Et donc, c'est embêtant, c'est hyper désagréable. Le tendon, en fait, se met à se luxer, en fait, dans sa vallée métacarpienne et c'est extrêmement désagréable. Ouais, parce que tu vois, là, on l'a vu surtout arriver, parce que les anciens boxeurs, bien sûr, que mettaient des gants, mais en fait, on l'a vu arriver, tu sais, parce que maintenant, dans les salles généralistes, ils installent de plus en plus de corners sport de combat. Ouais. Et maintenant, on voit des mecs faire des haltères, après aller taper au sac comme des tarés. Ouais. En fait, il faut vraiment leur expliquer que ça peut amener des pathologies très graves qui peuvent ne pas guérir. Et comme tu l'as expliqué si bien en amont, ça peut après t'handicaper toute ta vie, quoi. Ah ouais, c'est désagréable. Hein. Enfin, en fait, à chaque fois qu'on va plier les doigts, on sent le tendon qui se barre. Il se luxe sans cesse. C'est une sensation qui est hyper désagréable. Et qui pourrait du coup créer des stabilités beaucoup plus majeures par la suite. En fait, alors parfois ça peut être constitutionnel, c'est-à-dire quand les patients ont ça, il faut toujours examiner la main qui va bien, parce que parfois quand on teste l'autre main, le tendon a tendance à se luxer aussi. D'accord, ok. Il ne faut pas se faire avoir. En général, ça va pas s'aggraver dans le temps, ça va rester stable, mais ça va être gênant toute sa vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il sentira que son tendon, quand il va plier le doigt, il coulisse. Après, il va s'y habituer, mais c'est pas une bonne chose, quoi. Le tendon, de toute façon, à force, il va un petit peu s'abîmer parce qu'il va frotter sans cesse, comme un essuie-glace. Hein, vous imaginez, ça va frotter sur une petite structure et le tendon va s'élimer, et après, on peut risquer des ruptures tendineuses. C'est rare, mais ça peut arriver, quoi. Donc oui, il faut le prendre en charge. Et donc effectivement, taper au sac sans gants, c'est pas du tout une bonne chose, quoi. Enfin, on ne recommande pas du tout. Et de les strapper les doigts du coup ensemble, ça permet selon toi des... Alors, ça dépend des pathologies. Par exemple, pour celle dont je viens de parler, ça n'a aucun intérêt. Par contre, pour tout ce qui est entorse des interphalangiennes proximales, donc au niveau de cette articulation-là, les straps de doigts, c'est indispensable. Pour les basketteurs, volleyeurs et tout, c'est indispensable. Ça prévient des blessures. Alors, si on n'a rien, évidemment, on ne va pas le faire. Mais c'est vrai que c'est bien, après une entorse ou une luxation de l'interphalangienne proximale, de protéger. Nous, on dit au moins, minimum 6 semaines. Quoi. Minimum 6 semaines. Et puis, s'il veut être protégé plus parce qu'il ne se sent pas bien, il peut le faire pendant 3 mois. À part si ça altère sa qualité, son niveau. En fait. Bien sûr. Mais on ne prend pas de risque, vas-y. Oui, il n'y aura pas de préjudice à conserver les straps pendant Pas du tout. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça fait aussi un petit rappel proprioceptif. C'est-à-dire que le fait d'avoir quelque chose sur le doigt, il va avoir tendance à mieux le protéger parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est en contact de son doigt. Donc, c'est hyper intéressant par rapport à ça. C'est vraiment ce rappel proprioceptif. Ah, je sens quelque chose. Du coup, il aura tendance à plus contracter, plus protéger, moins être... Oui, la sensation fait la prévention. Exactement, ouais. C'est exactement ça. Si ça ne le gêne pas, vas-y, fais-le. Et si tu le fais un an, ça ne va pas t'enraidir et tout. Fais-le autant de temps que tu veux. Le jour où tu oublies en fait que tu as mal au doigt, c'est le moment d'arrêter. En fait. Mais sinon, non, faut continuer. Le strap, c'est intéressant par rapport à ça.
Est-ce qu'il y a des antennes dans chaque ville qui ressemblent aux vôtres? S'il y a des gens qui veulent consulter? Il y en a 64 là en France. Ça a doublé en l'espace de 20 ans. C'est des instituts, enfin c'est des SOS Main européens. Donc il faut être accrédité par la FEJUM, c'est la Fédération européenne des services d'urgence de la main. Et il y a à peu près 64 centres. Bon, forcément, il y en a presque une dizaine à Paris, bien sûr, la population. Actuellement, sur Montpellier, il y a le CHU, qui est étiqueté SOS Main, mais qui ne fonctionne pas tout à fait comme nous, parce que c'est des urgentistes généraux qui accueillent les urgences de la main. Et après, il y a les internes, chefs de clinique et les seniors, chefs de service qui s'occupent de les opérer. Nous, on est en fait au SOS Main à Saint-Roch, c'est que des médecins spécialisés de main. C'est-à-dire que ce n'est pas mélangé avec la gastro-entérite, l'infarctus. Vraiment, c'est une équipe médicale dédiée au traumatisme du membre supérieur. Donc c'est vrai que là, je parle de la main, mais nous, on va jusqu'à la clavicule. D'accord, ok. Mais effectivement, c'est vraiment une antenne dédiée avec des médecins qui accueillent 7 jours sur 7. On y est de 9h à 20h. Il y a toujours un spécialiste sur place. Un chirurgien de garde et un médecin qui accueille les urgences. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, vous avez compris, vous avez donc SOS Main, c'est répertorié. Vous pouvez retrouver donc ces spécialistes dans vos villes si vous avez une blessure ou une problématique. N'hésitez pas à les contacter le plus rapidement possible pour traiter et ne laissez pas ça traîner, parce que moi c'est ce que j'ai fait, en tout cas pour ma part, et maintenant j'ai les deux mains qui sont... Le problème c'est que c'est trop tard, voilà, c'est ça. Nous c'est toujours un peu frustrant de récupérer un patient qui arrive à 3-4 semaines et on lui fait bah là c'est trop tard en fait, on a perdu... Parce que parfois, c'est vraiment, ça joue les 10 premiers jours. La traumato, en gros, ça joue les 10 premiers jours. Enfin, la traumatologie, tout ce qui est traumatisme, choc, etc. Donc, ouais, ça, c'est hyper important. Je ne parle même pas des plaies où là, il faut consulter dans les 24 heures. D'accord, ouais, parce qu'il peut y avoir des... les infections, tout ça. Ouais, ça c'est... Donc, ouais, les plaies, il faut être dans... Il y a un adage qui dit qu'il faut être vu dans les 6 heures. Même si on peut faire un peu autrement, mais en gros, une plaie, il faut que ça soit vu dans les 6 heures, un traumatisme dans les 24-48 premières heures. D'accord. C'est là où on est le plus efficace. Et c'est beaucoup plus facile après d'opérer pour les chirurgiens quand c'est frais en fait. D'accord. Parce que en fait, il n'y a pas encore trop de mécanismes inflammatoires et tout, donc c'est beaucoup plus simple. Que ce soit un scaphoïde, un métacarpien, une phalange, c'est super important. Ou une rupture tendineuse, alors là j'en parle même pas. Plus c'est frais, mieux c'est quoi. Parce qu'il faut savoir que c'est un gros élastique un tendon. Donc si on se rompt un tendon, et bah, plus on attend, plus il remonte, et parfois il faut aller le chercher très haut dans le bras. Bien sûr. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à consulter, il ne faut pas perdre de temps. Adrien, ben, merci franchement. Bah, de rien. En tout cas, moi j'ai trouvé ça passionnant cet échange. C'est le premier d'une longue, parce qu'après on en parlera plus tard, mais des poignets, de tout ce qui compose en fait l'ossature au niveau des poignets, toutes les autres pathologies. On remontera même, si tu veux, sur le coude après, par la suite, pourquoi pas, pour aborder d'autres sujets. Mais en tout cas, je te remercie vraiment, Adrien, parce que c'est super enrichissant. Je pense que ça va apporter énormément aux gens qui nous suivent. Vraiment, les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, s'il vous plaît. Là, c'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un de la qualité d'Adrien. C'est très, très important. Il faut faire avancer les sports de combat et le sport en général, comme la préparation physique ou même les sports de contact, où je trouve que malheureusement, le bon discours, le discours qui va être constructif, n'est pas assez mis en avant. C'est des choses qui sont pour la prévention, c'est des éléments qui sont pour les futures générations, pour les futurs entraîneurs, pour les futurs pratiquants. Donc n'hésitez pas à partager. Et Adrien, je tiens vraiment à te remercier. J'espère qu'on se refera ça très vite. Et n'hésitez pas à poser vos questions en vidéo, sous la vidéo, en commentaire. Et on y répondra cet été avec grand plaisir. Ouais, carrément. Merci encore, Adrien. Ouais, de rien. C'était un plaisir.